Bonjour et bienvenue dans Z sur 7. Nous sommes le lundi 5 mai et voici un nouvel épisode de l'info à ne pas manquer. C'est à la fois des problèmes de transmission et des problèmes de production. Un blackout sans précédent s'est abattu sur la péninsule ibérique, plongeant des millions de personnes dans le noir, et ce pendant plusieurs heures. Au-delà de l'événement, c'est son origine qui interroge. Comment un réseau électrique peut-il s'effondrer en 5 secondes ? Le phénomène est-il inédit ? Pourrait-il s'étendre au reste de l'Europe et à la Belgique ? Pour en discuter avec nous, Camille Delannoy reçoit Pierre Hainaut, professeur en énergie électrique à l'ULB, et notre invité commence en nous expliquant pourquoi la cause de cet événement est si compliquée à identifier. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Alors ce dont il faut se rendre compte, c'est que dans ce type d'événement, il y a beaucoup de déclenchements d'unités de production, de lignes électriques qui apparaissent dans un temps très court. Et donc, c'est assez compliqué de comprendre qu'est-ce qui est la cause de quoi, qui a déclenché en premier, qui a déclenché par après, pourquoi, et quels sont les phénomènes sous-jacents qui ont conduit à ces déclenchements. La priorité étant, juste après l'occurrence du blackout, de d'abord relancer le réseau, de réalimenter tout le monde en électricité. Et donc c'est difficile d'allouer beaucoup de ressources pour comprendre l'événement juste après son occurrence. Et donc c'est pour ça qu'il faut attendre typiquement quelques jours pour avoir des premières indications sur qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, est-ce qu'il y a des mécanismes ou des causes habituelles qui peuvent expliquer ce type de panne ? Alors, il y a différents types d'instabilité qui peuvent apparaître dans les réseaux et qui peuvent mener au blackout. La première instabilité est ce qu'on appelle un effondrement en fréquence. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là ? C'est lorsqu'il n'y a pas assez de production pour satisfaire la consommation, la fréquence du réseau électrique va baisser. Alors il y a des mécanismes qui sont prévus pour essayer de stabiliser la fréquence. D'une part, au niveau des centrales électriques, on a ce qu'on appelle le contrôle primaire de la fréquence qui va détecter cette chute et qui va demander aux centrales électriques de produire un peu plus. D'autre part, si la fréquence diminue trop, on va avoir du délestage automatique qui va essayer de permettre de sauvegarder le réseau en déconnectant certains consommateurs de manière ciblée. Le problème, c'est que si ces mesures ne sont pas suffisantes parce que le déséquilibre est trop grand, la fréquence va baisser trop, va conduire à des connexions supplémentaires d'unités de production, ce qui va augmenter encore le déficit, ce qui va mener à une diminution plus importante de la fréquence jusqu'à ce que toutes les unités se déconnectent. Un second type d'effondrement qu'on peut avoir, c'est l'effondrement en tension, qui a été la cause du blackout en Belgique en 1982. Dans ce cas-là, ce qui va manquer, c'est une quantité qu'on appelle dans les réseaux électriques la puissance réactive, qui est un concept un peu compliqué à comprendre. Mais l'idée, c'est que dans les réseaux à courant alternatif, il va y avoir une partie du courant qui va être déphasée par rapport à la tension. Et qui va contribuer à des échanges de ce qu'on appelle la puissance réactive, qui ne contribue pas aux échanges nets d'énergie, mais qui est néanmoins importante, en particulier pour maintenir la tension à un niveau acceptable dans le réseau. Et donc, s'il y a un manque de puissance réactive pour une raison quelconque à un moment, la tension peut diminuer. Donc, si la tension devient trop basse, des unités de production vont se déconnecter également parce qu'elles ne sont pas capables de supporter cette tension trop basse. Et donc, si elles sont en train de produire de la puissance réactive, ça va à nouveau contribuer à une diminution de la tension et d'autres unités vont alors déclencher. Et donc, on a un effet domino en cascade qui peut mener à la déconnexion de toutes les unités dans le réseau électrique. Un troisième phénomène important qu'on peut avoir, c'est un phénomène d'instabilité angulaire. Donc, normalement, dans un réseau électrique, on a beaucoup de machines tournantes, des machines synchrones, qui normalement tournent à la même vitesse partout en Europe continentale. Mais on peut avoir des phénomènes d'instabilité qui fait qu'il va y avoir des oscillations entre les vitesses respectives des différentes machines. Ces oscillations vont conduire à des échanges de courant important entre les différentes machines. Et donc, si ces oscillations sont mal amorties, ça peut mener aussi à des problèmes, à des déconnexions, des connexions soit des centrales, soit des lignes électriques qui ne sont pas capables de supporter ces courants trop importants.
Alors en général, quand on a un blackout, ces différents phénomènes vont être liés ensemble aussi avec les effondrements en cascade dans le réseau de transport, qui fait que lorsqu'on perd une ligne parce que la charge dans le flux de puissance sur la ligne est trop important, ce flux de puissance va se répercuter sur les autres lignes et donc risque de surcharger les autres lignes. Et donc si les autres lignes sont surchargées, elles vont à nouveau se déconnecter, surchargeant encore d'autres lignes, et donc on a à nouveau un effet domino au niveau des éléments du réseau de transport. Et alors vous l'avez mentionné, la Belgique, elle a déjà connu ce phénomène en 1982. Ça veut dire que c'est un phénomène qui n'est pas inédit finalement. C'est un phénomène qui n'est pas inédit, donc les blackouts arrivent encore relativement régulièrement dans les réseaux électriques au niveau mondial. Alors c'est vrai qu'en Belgique, le dernier blackout, il y a maintenant plus de 40 ans. Alors on a été touché en 2006 par un événement important au niveau de l'Europe continentale. Donc le réseau européen s'est séparé en 3 parties. Il y a eu une chute importante de la fréquence dans la partie ouest, et la Belgique faisait partie de la partie ouest à ce moment-là. Mais les systèmes de sauvegarde, de régulation primaire et de délestage automatique ont permis d'éviter le blackout à ce moment-là. Mais d'autres pays européens, en Italie, il y a eu un blackout en 2003. Et dans d'autres pays européens, il y a aussi de temps à autre des blackouts qui apparaissent. Okay. Et est-ce qu'on doit redouter une multiplication de ces pannes alors que les réseaux électriques aujourd'hui sont alimentés par des sources d'énergie renouvelables et donc se sont largement complexifiés? Alors c'est assez compliqué à dire dans quelle mesure le risque de blackout est effectivement impacté par la transition énergétique. Donc on pense qu'il y a quand même un impact significatif dans le sens où on change fortement le comportement dynamique du réseau électrique, donc il peut avoir un impact significatif. On prend néanmoins des mesures pour essayer de contrôler ce risque et quelque part de le garder à la même valeur. Mais c'est vrai que les sources d'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires photovoltaïques et les éoliennes, n'ont pas du tout le même comportement dynamique et ne fournissent pas naturellement le même soutien au réseau que les unités classiques basées sur des machines synchrones. Néanmoins, en complément de ces unités photovoltaïques et éoliennes, on peut installer d'autres dispositifs dans le réseau pour fournir ce support en fréquence et ce support en tension. Donc, par exemple, le support en fréquence, on peut avoir des unités de stockage qui participent à la régulation de la fréquence. Et on peut aussi avoir des dispositifs qui participent à la régulation de la tension pour compléter les énergies renouvelables. D'accord. Et justement, par rapport à ces énergies renouvelables, il y a des critiques qui ont fait surface directement après cette panne, donc des critiques à l'encontre des énergies renouvelables. Mais est-ce que les coupures de ce type dans le passé, est-ce qu'elles n'ont pas toujours été provoquées par des problèmes de transmission et non pas de production? Alors, ça en général, les deux, dans les effondrements en cascade, sont liés. Donc, c'est à la fois des problèmes de transmission et des problèmes de production. Donc, si on regarde le blackout de Belgique en 1982, c'est à la fois quelque part des unités de production qui ont déclenché et qui n'ont plus pu fournir ce soutien en puissance réactive et ce soutien en tension. Mais c'est également un problème à cette époque-là de faible interconnexion de la Belgique avec les pays voisins, ce qui fait que si on perdait en Belgique le support pour la tension, comme c'était faiblement interconnecté avec les voisins, le réseau de transport n'était pas suffisamment costaud pour néanmoins maintenir la tension. Donc en général dans les effondrements en cascade, les deux sont fortement liés, production et transport. Ici, dans le cas de l'Espagne, je pense que c'est un peu tôt à nouveau pour savoir si c'est les spécificités actuelles des énergies renouvelables qui ont contribué à ce phénomène ou pas. Comme vous l'avez dit, les blackouts, ce n'est pas un phénomène nouveau quelque part dû aux énergies renouvelables. Il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent, donc c'est vrai que les leçons qu'on a apprises sur base des blackouts passés, donc après le blackout en Belgique de 1982, une des leçons était cette gestion de la puissance réactive qu'on a améliorée, le fait d'avoir plus d'interconnexions qu'on a amélioré également. Donc ces leçons
ont permis de réduire le risque dans la foulée de l'occurrence de l'événement. Il y a des nouveaux phénomènes avec les énergies renouvelables qu'on ne maîtrise pas encore complètement et dont on n'a pas encore complètement tiré les leçons. Et donc, il est possible qu'il y ait des événements qui apparaissent dans le réseau à cause de ces nouvelles spécificités parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'apprendre. On ne sait pas si celui en Espagne est causé à ça, est dû à ça, mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, à d'autres endroits, en particulier en Californie, que des parcs solaires parfois se déconnectaient suite à l'occurrence de défauts, alors qu'ils ne devaient pas se déconnecter, à cause de la manière dont ces parcs solaires étaient synchronisés sur le réseau. Mais c'est à nouveau des choses où c'est important d'avoir un retour d'expérience pour mieux maîtriser ça par après. Et justement, le réseau, aujourd'hui, il doit être capable de gérer à la fois donc, des centrales nucléaires, des centrales fossiles, l'apport beaucoup plus variable des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, comme vous venez de le mentionner. Est-ce que c'est un problème, selon vous, aujourd'hui ? Alors, à nouveau, il y a une certaine complexité de gestion parce qu'on fait face à des systèmes nouveaux sur lesquels on n'a pas de retour d'expérience. Donc, et ce dont il faut être conscient aussi, c'est que le système électrique qu'on a, on ne peut pas le reproduire dans un laboratoire pour faire des tests dessus, parce que les puissances et les tailles impactées sont trop importantes. Tandis que quand vous avez des systèmes plus réduits, donc quand vous développez une voiture électrique, vous pouvez faire des tests du système complet en laboratoire avant que les consommateurs l'utilisent. Ce qui n'est pas possible pour le système électrique, donc on procède par simulation pour essayer d'anticiper les phénomènes. Mais dans un modèle de simulation, ça ne représente pas parfaitement la réalité. C'est un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité avec certaines hypothèses. Et donc souvent, les phénomènes qu'on n'a pas anticipés qui pouvaient apparaître peuvent être négligés dans le modèle de simulation. Et donc c'est seulement lorsqu'on va vers un déploiement réel qu'on voit ces phénomènes apparaître et qu'on peut seulement alors se dire ok, comment est-ce qu'on améliore les modèles de simulation pour reproduire les phénomènes problématiques qu'on voit apparaître dans le système. Donc il y a une certaine complexité qui apparaît plus importante. Je pense qu'il faut accepter avec la transition énergétique qu'on ait aussi une période transitoire où voilà, il peut y avoir plus de problèmes qui apparaissent sur le réseau, que ça peut être inévitable, mais qu'on va apprendre aussi des problèmes qui apparaissent pour pouvoir les corriger et s'améliorer par après. Et est-ce que finalement le consommateur, il ne joue pas un rôle aussi dans ces phénomènes ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi surproduction ou surconsommation qui peut causer ce genre de problème ? Alors, ce qui est effectivement compliqué à gérer, c'est la variabilité plus importante des flux électriques dans le système, dû à l'intégration au niveau local probablement des panneaux solaires photovoltaïques. Et ce qu'on redoute par après, c'est aussi l'augmentation plus importante de la variabilité de la demande si on introduit massivement dans le réseau des véhicules électriques et que leur recharge, quelque part, n'est pas contrôlée ou n'est pas programmée de manière intelligente. Donc dans le passé, quand on regardait au niveau du réseau local de distribution, les consommateurs étaient relativement passifs. Ils avaient des charges de jusqu'à quelques kilowatts, typiquement les fours, les plaques de cuisson, les bouilloires électriques, ce genre de choses. Mais c'était unidirectionnel, on consommait de l'énergie. Maintenant, il y a des panneaux photovoltaïques qui injectent de l'électricité. Et vous voyez que quand on est dans une période maintenant, en début d'après-midi, où il y a beaucoup de soleil, la température est ni trop chaude ni trop froide, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de besoin de refroidissement ou de chauffage. La consommation localement va être relativement faible, ce qui fait qu'il va y avoir une surproduction photovoltaïque localement. Donc cette variabilité plus importante des flux va effectivement stresser de manière plus importante le réseau. Donc ce qui est important au niveau des consommateurs, quelque part, pour aider à la stabilité du réseau,
c'est d'adapter sa consommation en fonction de la production locale et en fonction de la production des énergies renouvelables pour que les choses puissent être équilibrées au mieux. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour sécuriser le réseau afin de prévenir ces risques d'effondrement ? Alors, il y a différentes solutions. Une solution qu'on peut avoir au niveau de la planification, c'est renforcer le réseau. À partir de l'identification des points faibles, et j'y reviendrai, on peut mettre éventuellement des lignes supplémentaires, mais il y a aussi dans les postes électriques des moyens qui peuvent être installés pour gérer la tension, pour aider à stabiliser la fréquence. Au niveau de la fréquence, il y a ce qu'on appelle les compensateurs synchrones, qui sont des machines synchrones avec des volants d'inertie. Il peut avoir des composants basés sur l'électronique de puissance, ce qu'on appelle les STATCOM ou des e-STATCOM. Au niveau de la tension, il peut avoir un peu la même chose, différents dispositifs qui permettent d'aider à gérer la tension. Donc, on peut avoir des investissements supplémentaires en planification. En exploitation, on peut aussi potentiellement réduire les échanges dans le réseau pour éviter d'être vulnérable par rapport au risque d'effondrement en cascade. Alors, les deux ont quand même des inconvénients. À la fois au niveau de la planification, si vous renforcez le réseau, ça va coûter plus cher. Et puis, vous allez avoir un impact environnemental ou sur la population si vous mettez des nouvelles lignes. En exploitation, réduire les flux, ça peut vouloir dire écrêter de la production renouvelable et produire à partir d'énergies fossiles, ce qui n'est pas nécessairement ce qui a un coût, premièrement, et ce qui écologiquement n'est pas nécessairement souhaitable. Et donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir quantifier les risques et identifier les points critiques du réseau pour pouvoir prendre des actions de manière optimale. Donc, pas renforcer brutalement le réseau ou pas écrêter brutalement les énergies renouvelables, mais voir quels sont les risques les plus élevés dans le réseau d'effondrement en cascade et pouvoir agir spécifiquement là-dessus. Et c'est ça qui est encore assez compliqué pour le moment, d'identifier, de quantifier de manière probabiliste ces risques, c'est-à-dire de voir les conséquences, mais d'estimer aussi la vraisemblance de différents événements. Et donc là, il y a des activités de recherche et développement qui se font dans les universités en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de transport. Mais je dirais que c'est méthodologiquement relativement compliqué. Et alors un défi auquel on fait face pour le moment assez important, c'est le manque de ressources humaines quelque part pour travailler sur ces questions. Donc on forme relativement peu d'ingénieurs, il y a peu de personnes qui sont intéressées par étudier et travailler sur ces questions par rapport quelque part aux besoins de la société engendrée par la transition énergétique. Comme vous l'aurez compris, les prochaines années vont être remplies de défis pour une transition énergétique plus saine et éviter les risques sur le réseau électrique. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Demain, Christophe Charlot fera un focus sur Meta AI, le nouvel assistant intelligent lancé par le groupe Meta, un concurrent direct de ChatGPT, Gemini ou Claude, avec quelques atouts bien à lui. À demain.